kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec, comme chaque matin autour de la table, Alex Taylor pour parler d'Europe. Good morning Alex. Good morning. Axel de Tarlet qui zoome sur l'écho, Alexandre Cara qui nous révèle ses secrets politiques et Anne Le Gall qui innove. Bienvenue à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vous Alex Taylor et cette photo, ce petit garçon de 3 ans, Aylan, de Kobané, ville syrienne. Aylan échoué, mort sur une plage turque. Cette photo est partout à la une ce matin dans la presse européenne. Oui, il y a des photos effectivement qui changent l'histoire. On peut se demander si celle-là va le faire. Par exemple, la une la plus impressionnante que j'ai vue ce matin, c'est de Bild, le journal populaire allemand, qui est le journal le plus lu en Europe. Sa première page est noire avec cette photo insupportable, je cite. Elle témoigne de l'échec historique de notre civilisation en ce moment. À quoi servent nos valeurs si cela continue comme ça? Alors sur la même page, on voit des photos de nombreuses personnalités allemandes qui brandissent tous des pancartes en disant « Wir helfen », nous aidons. Wir Et helfen. partout, c'est pareil, le soir de Bruxelles. Est-ce que cette image va enfin éveiller nos consciences? El País, en Espagne, parle par exemple du naufrage de l'Europe. Et c'est dans tous les pays cette même réaction Alex ce matin? C'est difficile de réagir autrement, mais l'exemple le plus intéressant à mon avis, c'est la Grande-Bretagne. Alors c'est une volte-face totale dans les médias depuis 2 jours. Jusque-là, si vous voulez, c'était un peu ces essaims, c'est le mot utilisé par Cameron. Le Premier ministre, c'est ça. Ouais. Oui, les swarms, ces essaims de migrants qui bloquent l'Eurostar à Calais, c'était un peu l'attitude. Mais là, regardez The Independent sur Internet ce matin, ça a une. Si cette image, c'est la une, je cite, cette image d'un enfant mort ne change pas l'attitude européenne à l'égard des réfugiés, what will? Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il raconte aussi l'histoire de ce petit garçon avec plein de photos de famille entourées de ses nounours. On le voit etc. heureux, ce petit garçon. C'est un petit garçon qui ressemble à tous les petits garçons qu'on connaît. C'est complètement poignant. The Sun, par exemple, journal populaire britannique, contraste 2 images. C'est fort aussi l'image de ce garçon mort avec celle d'un bébé né hier juste devant la gare de Budapest, en attendant, je cite, une vie meilleure. Et j'ai vu tout à l'heure un micro-trottoir sur Sky News, la chaîne de news britannique. Et les Britanniques commencent à prendre conscience, par exemple, que l'Allemagne, 800 000 réfugiés, que la Turquie, 2 millions. Et l'image qui était le plus tweetée en Grande-Bretagne hier, c'est le nombre de réfugiés que nous, on a pris, ça ne remplirait même pas un train de banlieue. Voilà, et puis il y a un hashtag en turc qui voit Vuran insanlik, ça veut dire l'humanité échouée. On a un tweet aussi d'Anne-Laure Roussel là, qui réagit à ce que vous dites, choqué, bouleversé et pas seulement pour la journée. Peut-être un regret quand même, c'est que cette photo qui est choquante, vraiment, qui est bouleversante, on ne la retrouve ce matin dans aucun journal français. Voilà, on vous la met sur le site europe1.fr. On passe à l'écho avec vous, Axel de Tarlet. Les propositions choc pour réformer le droit du travail. Ce sont des propositions qui émanent d'un centre de réflexion qui est proche du PS. Oui, c'est Terra Nova qui est dirigé par François Chérec, l'ancien secrétaire général de la CFDT, et donc Terra Nova qui alimente le Parti Socialiste, mais aussi le gouvernement en notes, en rapports. Et donc là, c'est un rapport qui a été conçu par 2 économistes. Et que dit-il? Il dit que face à la complexité du Code du travail, vous savez, dont on a beaucoup dit qu'il était obèse, eh bien, que propose ce rapport? De passer outre le droit du travail et de faire en sorte que les règles du travail soient décidées désormais en entreprise, sur le terrain, et que ces règles s'imposent à tous les salariés, alors sur des domaines très sensibles, comme le temps de travail, combien d'heures doit-on travailler dans la semaine, sur la rémunération. Terra Nova, dans ce rapport, ne s'interdit pas d'ailleurs de se poser la question sur est-ce qu'il ne faudrait pas différents SMIC suivant les branches et des règles aussi qui concerneraient par exemple les indemnités de licenciement. Vous voyez, donc le référent, ça ne serait plus le Code du travail avec ses 10 000 articles et ses 3 000 pages, mais ce serait les accords négociés sur le terrain, en entreprise ou dans les branches. Mais est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à tous les abus? Finalement, le patron va faire ce qu'il veut. Alors quand c'est un patron qui est bien, comme il y en a énormément, ça sera parfait, mais quand il voudra pousser un peu le bouchon? Alors bien sûr, il faudra que ces accords soient signés par des syndicats majoritaires. Cela suppose, vous avez raison, que ces syndicats soient représentatifs des salariés, ce qui va poser des problèmes notamment dans les petites entreprises. Alors pour l'instant, ce ne sont que des propositions, mais le gouvernement semble décidé à avancer parce qu'il voit bien que là, c'est une clé pour faire baisser le chômage qui reste chez nous, qui continue de monter. Ce sera en tous les cas un dossier explosif que va devoir gérer la toute nouvelle ministre du Travail qui a été nommée hier, et qui est Myriam El Khomri. Myriam El Khomri. À noter que touché au Code du travail, il y a aussi Robert Badinter qui l'avait dit avant les PCP. C'était une voix qui déjà avait un peu porté. Acte 1, il avait dit c'est obèse, et acte 2, maintenant, que fait-on pour trouver une solution? Et acte 3, c'est Alexandre Cara au tribunal du kiosque de 7h15. Alexandre, on parle politique avec vous. Alors il y a 2 jours, vous nous avez pronostiqué que ce serait Alain Vidalis qui serait ministre du Travail.
finalement, c'est donc Myriam El Khomri qui arrive au ministère du Travail. Alors, oui, Alex. Thomas, mea culpa. Ma décharge, il s'agissait d'un pronostic, mais pas d'une information. Et puis, lundi, quand on en a parlé, lundi matin, ce n'était pas encore tranché. Le cas de Myriam El Khomri n'était pas tranché. Elle a reçu un coup de fil dans la soirée, d'abord de François Hollande et de Manuel Valls pour la prévenir qu'elle était nommée. Bon, mais alors racontez-nous en coulisses comment c'est déroulé, comment s'est prise cette décision, Alexandre. D'abord, si ça a pris autant de temps, c'est d'abord qu'il a fallu écarter Bruno Le Roux et Alain Vidalis. Ensuite, on s'est posé la question de savoir si le remaniement serait plus large, si on faisait rentrer les Verts. Eh ben non, ça sera pour la prochaine fois. Et ensuite, c'est officiellement le président qui a décidé. Il a rencontré Myriam El Khomri la semaine dernière sans lui dire, vendredi, mais juste pour la tester un peu. Et finalement, c'est lui qui a pris cette décision. Vous dites qu'il a officiellement décidé. Pourquoi officiellement ? Parce que dans l'entourage de Manuel Valls, c'est une autre musique. Selon ses proches, c'est lui qui aurait poussé la nomination de Myriam El Khomri parce qu'il travaille au quotidien avec elle et qu'il a appris à l'apprécier. De plus, un ministre me disait que c'est aussi un coup médiatique dans l'affichage. Une femme, jeune de surcroît, pour remplacer un baron de la Hollandie, c'est tout un symbole du renouvellement générationnel dont Manuel Valls se veut le représentant et qu'il espère voir aboutir à un moment ou à un autre à l'Élysée. Alors c'est très bien, moi je me pose la question, c'est très bien pour le côté symbolique, mais ce n'est quand même pas une spécialiste de l'emploi et du travail, non ? Alors, bonne remarque. C'est une bonne remarque, c'est vrai. Et quand vous posez la question à Matignon, la réponse est simple. Il s'agit d'abord d'un ministère politique et pas d'un ministère technique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Traduction, c'est tout simplement que Matignon va piloter directement les deux grandes réformes à venir, les réformes de l'assurance chômage et du droit du travail dont on parlait avec Axel de Tarlet. Et c'est ce que me disait hier soir un proche du Premier ministre, c'est plus facile de faire les réformes avec quelqu'un qui a un regard neuf sur ces questions. Donc bref, c'est vrai que Manuel Valls va être aux commandes. Donc elle va regarder la réforme et puis tous les mois, elle annoncera les chiffres du chômage. Voilà. Son destin est tout tracé. Cruel, on ne dira pas ça. Pour Axel de Tarlet, il n'est pas ministre du Travail, il est ministre du Chômage. Et bien ça part bien. Allez, on innove tout de suite. Avec vous, Anne Le Gall, on innove avec cette entreprise japonaise qui a mis au point une encre conductrice d'électricité. Voilà, imaginez, vous prenez une feuille de papier, vous posez dessus une petite diode et un peu plus loin une batterie, vous tracez un trait entre les deux avec ce stylo à encre magique, et là, miracle, la diode s'allume. Le courant passe dans le trait de crayon puisque l'encre contient des particules d'argent. Alors, on va être honnête, on avait déjà vu passer ces derniers mois des prototypes d'encre comme ça conductrice aux États-Unis et en Europe, mais là, l'encre de la société japonaise Ajik est plus aboutie, elle sèche très vite et elle peut servir à alimenter des imprimantes et en plus elle vient d'arriver sur le marché. Je me pose la question de savoir si on peut s'en servir dans vos voitures électriques qui se chargent pendant qu'elles roulent sur la route ou est-ce que ça risque d'exploser ? C'est pour des toutes petites charges électroniques, c'est pas quand même pour des grosses charges. Ça sert à quoi ? Alors, d'allumer une feuille de papier à se simplifier la vie. Alors outre toutes les applications artistiques, on pourra faire des cartes de vœux en traçant des traits, allumer des diodes, etc. Ça va servir dans le quotidien, par exemple à connecter des objets dans la maison. Par exemple, vous voulez installer des capteurs de présence, et ben vous pourrez tracer un trait sur le mur pour connecter. En fait. Exactement, vous évitez les fils. Les ingénieurs pourront se passer de fer à souder. Ils pourront faire des brouillons de circuits imprimés sur du papier et puis effacer avec une gomme si jamais ça va pas. Et puis, cette encre, c'est aussi la promesse de textiles intelligents confortable, parce qu'évidemment si on imprime cette encre sur du tissu, eh bien le tissu pourra être élastique, on pourra étirer le tissu jusqu'à 2,5 fois sa longueur sans que ça nuise à la conductivité du système. Et si on mâchouille son stylo, on s'électrocute ou pas ? Non, il n'y a pas un risque, ça va ? Non, pour l'instant ça va, non, c'est juste de l'argent. Voilà pour l'innovation, voilà pour le kiosque de 7h15. À demain les amis. À demain.